a self-affliction face, stones to throw at my creator, masochist to which I cater. Alright, bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Confrérie de métal. La toune en intro, pour ceux sur l'audio, c'était Butter de Stone Sour, qui est incroyable, c'est vraiment ma toune du moment, sincèrement. La version live à Londres de 2006 particulièrement, c'est cette toune-là que j'écoute. Vraiment déconseillé dans un training, sincèrement, je vous déconseille vraiment ça parce que c'est hautement dépressif comme chanson. Toutes les tunes qui sont écrites par Corey Taylor, le chanteur de Slipknot, sont quand même assez dépressives, mais c'est vraiment, vraiment cool parce que dans le fond, Slipknot, Stone Sour, c'est un band que le chanteur a reparti de son bar. Puis Stone Sour, puis Slipknot ont longtemps été connus avec des masques, dans le sens qu'il y a personne qui savait c'était qui les personnes en arrière des masques. Puis ça a pris, si je ne me trompe pas, Corey Taylor qui fonde son band pour que le monde voit c'est qui le chanteur de Slipknot, tu sais. Puis dans cette tune-là, Butter, il parle de l'espèce de crise d'identité ou l'espèce de remise en question ou l'espèce de crise existentielle qui se passe entre différentes personnes, puis il fait des métaphores avec le masque qu'il met dans Slipknot. Fait que c'est vraiment, vraiment cool comme chanson, sérieusement. Hautement déconseillé dans un training. Pour vrai, ça le fera pas tout dans un entraînement. Mais une petite traite de char où est-ce que tu fais un peu philosophique, un peu nostalgique, là. Vraiment, vraiment excellent comme tout. Podcast du moment, en ce moment, qui était pas censé être le podcast aujourd'hui, mais là, je contrôle pas le fucking réseau électrique du Québec. On avait un podcast avec un invité, puis essentiellement, Hydro-Québec a décidé de me faire un petit fuck you un matin. En fait, c'est pas vrai. Il y a eu genre un garage qui a fucking pogné en feu hier dans la rue, là, fait que je prends pour acquis que c'est des suites de ça, puis que c'est pas dans la faute d'Hydro-Québec, là. Mais j'ai enregistré un podcast, puis là, finalement, on a manqué d'électricité, puis ça a pris un certain moment avant que ça revienne, fait que j'ai comme pas été capable de faire le podcast avec la personne, mais ça va s'en venir, je vais rebooker ça. Mais d'ici là, malheureusement, il va falloir se contenter de moi. Par contre, le timing du podcast est vraiment, vraiment excellent, je pense, parce que au moment que j'enregistre, il fait vraiment chaud. Puis là, le monde commence à déserter tranquillement les gyms pour faire plus de terrasse, moins s'entraîner, passer plus de temps dehors. Puis il y a un phénomène dans les dernières années qui s'appelle le training hybride, que beaucoup de monde vont commencer à fréquenter un peu parce que ça devient à mode beaucoup avec certains athlètes, entre autres Marcus Hunt, qui est un gars que j'aime bien, puis Nick Bear, qui ont vraiment popularisé l'espèce de training hybride, qui est exactement vers quoi beaucoup de monde vont aspirer, qui est d'avoir une sale shape, essentiellement. Certaines personnes vont l'amener un peu plus en force, mais c'est principalement, je pense, la shape ou une shape de bodybuilding qui attire le monde, tout en faisant des performances vraiment, vraiment correctes et incroyables d'endurance. Puis cette espèce d'idée-là que tu peux avoir les deux mondes, avoir une sale shape puis quand même performer. Ce qui est vraiment intéressant, ça vient chercher deux insécurités chez deux types de personnes différents. Premièrement, il y a beaucoup de gens d'endurance qui, même s'ils vont atteindre le marathon, tout, vont quand même être déçus de leur objectif parce qu'ils ne sont pas avoués en dedans d'eux que c'était un objectif de shape qu'ils allaient chercher. Fait que quand tu vas chercher quelque chose comme ça, tu vas définitivement chercher des espèces d'insécurité de ce monde-là, ce qui est malade. Puis il y a aussi un réel aspect de santé qui vient chercher. T'as beau être 250 livres, ses abdos, man, c'était pas de courir un 5, es-tu vraiment en shape? Ben, probablement pas, tu sais. Probablement pas. Puis il y a cette espèce d'idée-là où est-ce que tu peux tout avoir, tu peux être en shape, c'est merveilleux. Puis je pense que ça commence à être définitivement plus populaire, puis définitivement une cible que plusieurs personnes tendent à aspirer dans leur entraînement. Puis c'est vraiment, vraiment de ça qu'on va parler. Mais d'abord, avant qu'on parle d'entraînement hybride, je veux dire que j'ai une opinion fondamentalement très positive de l'entraînement hybride. Je pense que la plupart du monde devrait s'entraîner comme ça d'une quelconque manière. Ce qui est vraiment intéressant, sérieux, parce que on s'imagine tout le temps qu'en entraînement, c'est de découvrir de nouvelles affaires. On va découvrir une nouvelle affaire, faire une nouvelle étude, une nouvelle variable qui va tout changer la game, puis on va être sauvé par un apprentissage. L'entraînement hybride, essentiellement, là, c'était comme ça qu'on appelait ça l'entraînement général de 1990 à 2005, essentiellement. Avant l'arrivée du CrossFit, puis après l'ère Arnold Schwarzenegger, essentiellement, où est-ce que le monde rentrait au gym, faisait un petit peu de cardio avant, après ou carrément autour de leur entraînement, puis faisait de la muscu conventionnelle séparément. T'sais. Là, en ce moment, on appelle ça de l'entraînement hybride, mais c'était juste comme ça que le monde s'entraînait essentiellement pendant 25 ans. Pas mal. Mais, puis c'est la même affaire, tu sais, genre, il y a 5-6 heures, on entendait parler beaucoup de la diète cétogénique, puis le monde était comme, waouh, c'est la révélation du moment de new shit. T'es comme, bro, les premières études, les premières études sur la diète cétogénique datent de fucking 1900. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est pas tant la découverte de nouveaux phénomènes, c'est juste des trucs qui sont constamment rebrandés. Puis je pense que l'entraînement hybride rentre là-dedans. Puis fondamentalement, même si ça va être un podcast qui va être négatif en ce moment sur des points, des trucs que j'estime qui sont carrément des mensonges sur l'entraînement hybride, j'ai une vision vraiment positive de ça. Puis je vais peut-être faire un autre podcast parce que je vais parler de comment structurer ça ou c'est quoi mes meilleurs tips pour ça. Mais aujourd'hui, je veux vraiment attaquer 3 mythes, 3 mensonges qui sont amenés avec l'entraînement hybride. Puis je pense que plusieurs personnes vont stocker quelque part dans leur inconscient, vont viser ça comme cible, puis ils vont souvent être déçus. Fait que c'est vraiment, vraiment de ça qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Il y a 3 volets à ça. Le premier, c'est que l'entraînement hybride est plus santé. Est-ce que ça l'est vraiment? On va checker ça. La réponse est oui puis non, en fait. Puis on va déterminer un peu dans quel contexte c'est oui, dans quel contexte c'est non, parce que c'est pas nécessairement plus santé. Ça, je pense que c'est la première affaire. Le point le plus important, c'est définitivement l'idée que tu peux tout avoir. Genre, tu peux avoir des sales performances en endurance, pour avoir une sale shape, puis réussir à faire tout ce que tu veux, puis ça va vraiment, vraiment bien. Puis la troisième affaire, c'est que tu peux le faire en même temps.
Genre, c'est cette idée-là que, ah non, no stress, fais pas juste t'entraîner pour un marathon, fais de la muscu, que ça va bénéficier à ton marathon, ça va bénéficier à toutes tes performances. Puis c'est vraiment de ça qu'on va parler ensemble aujourd'hui, en commençant par cette idée-là que tu peux tout avoir, qui est, si vous écoutez des podcasts depuis un certain moment, vous connaissez mon opinion là-dessus, mais ça, je pense que c'est hautement problématique. Puis pour illustrer ce cas-là, on va y aller avec deux gars qui sont les gars que j'ai nommés en intro, qui sont Marcus Hunt puis Nick Bare. Probablement un peu plus Nick Bare parce que je connais un peu plus son histoire. Où est-ce que ces gars-là, en ce moment, ils s'entraînent en entraînement, ils ont une sale shape. Je pense que Nick Bare, il a couru un marathon en 2,50, 2,45, je pense, on va faire dans même, en deadliftant 700 livres, genre une couple de jours avant. Fait que vraiment des performances incroyables pour toutes. Puis c'est cette idée-là que tu peux avoir toutes, puis il y a une sale shape aussi. Puis c'est important de comprendre que ce gars-là, même si en ce moment il fait ça, essentiellement, Nick Bare, c'est un athlète d'endurance en ce moment, pas mal uniquement. C'est un athlète d'endurance qui fait de la musculation parce qu'il était dans les Marines, je pense que c'est les Marines ou dans l'armée qui était pendant toute sa jeunesse. Fait il y avait un petit fond d'endurance. Tu cours quand même pas mal dans l'armée. Après ça, il a quitté l'armée, il est allé faire du bodybuilding. Il a gagné une compétition, si je ne me trompe pas, régionale en bodybuilding. Fait que, écoutez, il y avait une sale shape avant même de commencer à courir les ultramarathons. Après ça, il est allé faire du powerlifting. Pas des performances qui sont incroyables en powerlifting, dans le sens qu'il n'a pas gagné de meet ou d'affaires de même. Il serait. Les catégories de poids changent un peu, mais en ce moment, il serait dans les 105 kilos. Puis pas mal par rapport à son poids, puis le record canadien. Là, fait qu'on ne parle pas du record mondial qui est considérablement plus élevé. Là. On parle vraiment, vraiment du record canadien, fait qu'il ne se rendrait probablement pas au Canadien. C'est quasiment 800 livres dans cette catégorie de poids-là, puis Nick Bare, son meilleur dead, c'est 700. Fait que il serait comme Canadien. Les States sont un peu plus forts que nous autres là, en termes de powerlift souvent, là, mais il serait comme limite régional. Il serait fort pour régional, faible provincial à peu près en termes de force. Fait que c'est pas des quantités déraisonnables de force. Un deadlift de 700 livres, c'est plus impressionnant que la plupart du monde, mais c'est important de le mettre en poids de corps aussi, ces affaires-là, parce que ce gars-là est un athlète fondamental, vraiment, vraiment incroyable. C'est un freak. Puis tout ce que je vais dire, c'est rien pour ôter à sa performance, ôter à ses affaires. C'est un gars qui est vraiment inspirant, c'est vraiment malade ce qu'il fait. Puis j'ai suivi ses performances, puis je trouve ça hot, puis divertissant. Fait que c'est vraiment pas pour le lâcher. Là. Ce que je pense qui est problématique, par exemple, c'est cette idée-là que le monde pense qu'il a tout fait en même temps, puis qu'il travaille sur sa shape. Essentiellement, si tu regardes des photos de lui il y a 5 ans, puis des photos de lui en ce moment, il n'a à peu près pas pris de muscle, voire pas pris de muscle. Là. Sa shape est à peu près restée pareil, puis même il fait juste diminuer en body weight, surtout quand il s'est entraîné pour son marathon. Il est descendu à 190, qui est quand même slim pour lui. Il se tenait plus début 200 ou fin 190 dans ces affaires-là. Fait quand même une sale drop de poids qui a été faite. Puis il n'est pas en train de tout faire en même temps. Il fait carrément l'inverse. Il maintient ses gains puis d'entraînement, puis il développe son endurance. Fait que l'association que le monde fait, que je ne sais même pas à quel point lui, il veut vendre cette idée-là, mais je pense que c'est beaucoup cette association-là que le monde font, que tu peux tout développer en même temps. Ça, c'est carrément faux. C'est pas ça qu'il a fait. Le gars, il a littéralement fait 100% l'opposé. Il a tout développé de manière opposée, une chose à la fois, avant de lier ça ensemble. Puis maintenir et développer ne sont pas des affaires identiques. C'est vraiment, vraiment, vraiment différent. Dans le sens que maintenir de la masse musculaire, puis je sais, j'en ai une couple qui vont faire des marathons dans plusieurs années, qui vont faire des ultras ou des grosses distances. Maintenir la masse musculaire, ça se fait tellement bien. Là. On parle d'1 à 2 trainings, une série à l'échec musculaire, ish par groupe musculaire. Fait que c'est vraiment pas beaucoup, là. Je te parle de faire 3, 4 sets de chaque muscle, pas mal. 1 à 2 fois semaine, c'est capable de te permettre ta titre. Puis pour vrai, tu devrais maintenir l'écrasante majorité de tes gains si tu as une intensité d'entraînement qui est suffisante. Puis si tu as des apports en protéines qui sont suffisants, des apports caloriques qui sont suffisants. Ce que tu devrais avoir aussi dans une prep de marathon, dans une prep d'ultra, ça c'est un autre enjeu. Tu ne devrais pas laisser ton poids trop baisser. Mais ça, c'est une autre conversation. Fait que cette notion-là que tu peux tout faire en même temps, c'est carrément faux. C'est pas ça qu'il a fait. Il a fait carrément l'opposé. Où est-ce qu'il a fait bodybuilding, après ça, il a développé sa sale shape. Après ça, il a fait powerlifting, il a développé sa sale force. Puis après ça, il a commencé à se spécialiser en endurance, ce qu'il fait depuis les dernières 10 ans, là, essentiellement. T'sais. Puis c'est vraiment, vraiment important de comprendre cette nuance-là parce que la plupart du monde, surtout s'il n'y a pas de. Un enjeu que tu as avec le training hybride, c'est que pour vrai, l'incitatif à prendre des anabolisants n'a jamais été aussi élevé. Puis c'est important de ne pas tomber dans le nihilisme dans ces affaires-là. Mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde à qui. Puis c'est pas pour dire que tout le monde en prend. J'accuse pas Nick Bare, j'accuse pas personne en ce moment. Mais c'est important d'être conscient de cette réalité-là quand on regarde les médias sociaux dans leur ensemble. Il n'y a pas beaucoup de sports, à part peut-être le CrossFit, où est-ce que l'incitatif à prendre des produits dopants est plus élevé. Dans le sens que si tu fais 1h30, 2 heures de training par jour, plus 2 heures de course le soir, tu es à 4 heures de training par semaine. Tu es à 4 heures de training par jour, fois 6, mettons, c'est 24 heures d'entraînement dans une semaine. C'est une charge d'entraînement qui est totalement ridicule, qui va être limitée par ta récupération. L'effet principal des anabolisants, c'est que ça va booster la récupération, ça va accentuer la capacité de récupération. Fait que l'incitatif à prendre du stock est vraiment grand, surtout lorsque tu veux maintenir ta masse musculaire. C'est clair que c'est un objectif de shape et de performance en endurance, ça devient très, très, très attirant. Puis si tu es juste influenceur, c'est les médias sociaux, qui va te tester?
La WADA ne débarquera pas chez vous, puis il faut que tu testes le monde en off-season. Fait que ça va être vraiment, vraiment complexe. Puis l'objectif du podcast, c'est pas parler de ça, sincèrement, mais c'est juste important de comprendre que l'incitatif d'entraînement hybride, surtout ces médias sociaux, surtout lorsqu'on tombe dans une optique de shape, n'a jamais vraiment été aussi élevé. Puis je pense qu'il y a beaucoup de naïveté en endurance qui est faite via principalement les produits dopants, où est-ce que le monde s'imagine que le monde sont clean, mais il y a une liste assez impressionnante de produits qui sont interdits par la WADA en endurance qui sont testés. Pas nécessairement à cause qu'ils ont un effet positif sur la performance, ou qui sont des effets dopants, mais à cause qu'ils vont masquer l'effet de l'EPO, puis qui est une substance qui est très validée pour la performance en endurance. Fait il y a autant de problèmes de doping qu'il y en a en bodybuilding ou dans n'importe quoi. Puis avec l'entraînement hybride, l'incitatif n'a jamais été aussi élevé parce qu'à la limite, c'est vraiment la quantité de niveau d'entraînement que tu es capable de faire. Mais l'objectif, c'est pas de parler de ça. C'est vraiment de comprendre que tout a été bâti une chose à la fois. Puis la plupart du monde, surtout s'il n'y a pas de produits dopants impliqués, d'essayer de tout faire en même temps, tu vas juste tourner en rond, tu vas créer une shit tonne d'insatisfaction, sincèrement. Puis tu n'es pas obligé tu n'es pas obligé de dédier comme ce gars-là des années à une discipline précise. Tu peux les cycler puis monter toute ton espèce de pyramide étape par étape. Il ne faut juste pas que tu essaies de tout monter en même temps. Mais tu l'identifies vraiment par bloc d'entraînement. Où est-ce que l'été, tu cours plus? Mais là, perfect. Les gains en musculation sont mis sur maintien. Ça va se maintenir super bien. Oups, là, c'est l'hiver, tu cours un petit peu moins, tu peux peut-être faire un peu plus d'intervalle, mais rien de très complexe. Mais là, tu vas commencer à loader ta muscu, bâtir de la shape, bâtir de la shape, bâtir de la shape. Parce que, tu sais, quand tu veux, mettons, perdre du poids, parce que c'est sûr que c'est un objectif de shape, à un moment donné, tu vas être le plus lean possible, qui va être un des enjeux d'ailleurs avec l'espèce d'aspect santé, qui est probablement un mensonge en termes de C plus santé. Si tu veux perdre du poids, ben là, tu vas être en déficit calorique. Là. Fait que ça ne sera pas le temps de pousser rien. Puis tu vas vouloir garder une shit tonne de masse musculaire. Fait que ça va être plus important que ta performance en endurance. Fait que c'est tous des objectifs qui vont être carrément, non seulement opposés, mais qui vont carrément compétitionner l'un à l'autre. Fait que ça va être important d'essayer de ne pas tout monter en même temps puis de monter de phase. Fait que tu fais, mettons, hiver, bulking, perte de gras, whatever, shape en général. Puis après ça, l'été, ben là, tu commences à rentrer du minage d'endurance. Mais tout est séparé. Tu n'es pas obligé de faire 4-5 ans d'une affaire puis 4-5 ans de l'autre ensuite. Mais tu sais, vraiment des bâtir séparément, je pense que c'est la meilleure guess que tu as à avoir. Puis cette idée-là, c'est carrément faux. Si tout est une priorité, il n'y a rien qui est une priorité. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça. Je vais dire avec l'aspect santé. Moi, je vais aller avec l'aspect santé, je pense, parce que ça, c'est vraiment, vraiment important avant d'y aller sur l'autre point. Chose qui est vraiment importante niveau santé, où est-ce que le monde s'imagine que c'est forcément plus santé d'être à ce niveau-là, puis d'être en athlète hybride. Puis comme je l'ai dit un peu en intro, c'est vrai que tu n'as pas besoin d'aller très loin pour trouver un bodybuilder essentiellement qui monte des escaliers, qui est essoufflé puis que ça ne marche vraiment pas. Puis c'est le cas des athlètes de force aussi. Là. Il y a bien des athlètes de force que le cardio est juste inquiétant, puis tu es comme, dude, tu vas lever 700 livres, mais je me demande, tu vas pas péter une crise cardiaque sur le banc en attendant. C'est pas exactement en santé. Puis cette initiative-là est vraie, mais c'est poussé définitivement à l'extrême. Où est-ce que le monde qui ont des sales shapes, le monde ne comprenne pas, puis j'en parlais à ma blonde hier. Okay? Moi, ma blonde hier, on était chercher une crème glacée. Puis il y avait une ligue de volleyball, puis on s'est comme statché, on était à côté, puis on regardait le monde jouer au volleyball. Puis il y a un gars qui était vraiment, vraiment petit. Sincèrement, il était tout petit, j'y devais faire 150, 160 livres, mais une sale shape. Vraiment. Il avait l'air d'être massif, il avait l'air d'être musclé, il y avait des abs, je pense qu'il y avait un six-pack. Il avait l'air d'avoir une sale shape, mais en vrai, le gars, il était tout petit. Okay? Puis il était juste monstrueusement lean. Puis la plupart du monde ne réalise pas ça, pour vrai. À quel point la meilleure affaire que tu peux faire au niveau purement shape, OK? Si tu veux avoir l'air d'avoir une sale shape, c'est d'être lean as shit. 160 livres, c'est pas très gros. Là. Le gars, il rentrait dans une salle d'entraînement, puis ça serait probablement le gars le plus petit de la place de loin. Là. Mais il était tellement lean qu'il avait une sale shape, pour vrai. Puis ça, c'est vraiment, puis j'ai expliqué ça à ma blonde, dans le fond, que c'est vraiment quelque chose qui vraiment. Puis le monde ne comprenne pas un peu à quel point ça a un impact, sa shape, tu sais. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important comme point parce que qu'est-ce qui se passe, c'est quand on fait la comparaison avec le monde, mettons, en hybrid training ou en entraînement hybride, c'est que tu as des gars comme Nick Bear qui ont souvent dit qu'ils étaient single digit body fat. Fait que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un body fat, un pourcentage de gras corporel qui est de pourcentage de gras qui est en bas de 10%, fait qu'un chiffre, mettons. Il n'y a à peu près aucune étude, genre, en fait, zéro étude qui montre que quand tu tombes dans le 10% et moins, tu as des bénéfices sur ta santé. Le range de body fat, j'aime vraiment pas l'utilisation du pourcentage de gras, pour vrai, parce que c'est un pourcentage. J'aime pas l'équation mathématique. Par contre, je pense que la plupart du monde va avoir un dessin référent si j'utilise le pourcentage, fait que je vais y aller avec ça. Mais dans la littérature scientifique, on parle d'un 10-12%, roughly à 20%, qui est là où est-ce que tu as le maximum des effets santé. Puis 20%, c'est quand même, pour des standards de fitness, c'est quand même élevé. Là. La plupart du monde serait considéré comme fat. Je ne dis pas qu'ils sont fat, mais je dis que la plupart du monde se considère comme fat quand tu tombes dans du 20% de body fat. Là, puis qu'est-ce qui se passe, c'est que la marge est vraiment, vraiment élevée en termes de ça, mais en bas du single digit body fat, les bénéfices santé ne sont pas là. Pourtant, ben, en fait, ça a probablement des effets négatifs sur ta santé d'être en bas de ça. Fait c'est vrai qu'être lean, c'est positif sur ta santé jusqu'à un certain point. Puis c'est là que ça va se passer. Où est-ce que la plupart des gars que tu regardes ou des filles que tu regardes sont tellement lean parce qu'ils ont des sales shapes. Puis tu le vois beaucoup aussi.
Il y a une raison pour laquelle la plupart des marathoniens courent 130, 140 livres chez les gars. Là. Ça l'aide considérablement d'être petit. Si tu cours un 42 km à fond la pine, c'est sûr, man, que si tu es plus lean, ça va aider pas mal, ou si tu as moins de poids à traîner, ça va t'aider pour la performance. T'sais. Puis c'est un peu la même affaire où est-ce que tu t'en vas chez des athlètes d'endurance hybrides qui sont généralement un petit peu plus petits, fait qu'ils vont être salement lean. Puis là, le fait d'être salement en ligne, ça fait qu'ils ont l'air d'avoir une salle shape. Mais ils ont une salle shape. Je ne dis pas qu'ils ont juste l'air. Mais tu sais, ils ont une salle shape à cause qu'ils sont salement en ligne. Puis ce salement ligne-là est réalistiquement pas santé. Réalistiquement, il ne l'est pas. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il ne l'est pas. C'est très difficile de prédire la santé, mais c'est plus logique d'assumer que ce n'est pas santé que ça l'est, sincèrement. Puis ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est important parce qu'on a notamment la conception du contraire. Ce qu'on a pour en tête, c'est waouh, les gars sont ces abs, sont fucking en santé, ils ont des veines, ces abs. Mais pas nécessairement. Réalistiquement, ça leur coûte des points de santé, entre guillemets, d'être là. Puis c'est vraiment important parce que physiquement, probablement que l'effet est négatif, mais assez léger. À être dans du body fat à 1%, à un chiffre, mettons, là, de single digit. Là. Puis probablement que l'effet est négatif, mais relativement léger. Tandis que quand tu t'en vas vraiment sur le psychologique, puis tout ce que tu as à sacrifier pour être là, puis comment tu dois orienter ta vie, puis ton environnement, puis ton équilibre de vie, puis ta relation avec ta blonde, puis cette affaire-là, pour garder un pourcentage de gras ligne de même à l'année longue, le taux de sacrifice est très élevé. Fait que c'est hautement improbable d'assumer que ça n'a pas un coût qui doit être payé d'une quelconque manière. Puis écoute, les gens font ce qu'ils veulent. Sérieusement, j'assume, puis je dis vraiment pas que c'est négatif, ça. C'est un sacrifice que la plupart du monde veulent faire. Par contre, c'était là que c'est santé de loguer du 15-20 heures d'entraînement, ça régulière, plus tous les sacrifices physiques et psychologiques que tu dois faire pour être ligne de même. C'est plus logique d'assumer que c'est pas si santé que ça, sincèrement. Il y a probablement un équilibre d'aller chercher en termes de physique et en termes d'entraînement d'endurance, où est-ce que oui, tu peux aller chercher le beurre puis l'argent du beurre, mais réalistiquement, tu n'auras pas une sale shape, puis tu n'auras pas des hauts niveaux. Puis tu sais, même si on prend un gars comme Nick Bear, qui est un freak, fait que si tu compares Nick Bear à moi, sincèrement, il va me péter la gueule sur tout, essentiellement. Mais tu sais, là, ta comparaison, c'est un gars qui est un athlète d'élite, qui a fait les Rangers, qui a fait genre des grosses affaires, des grosses performances, à un gars qui a passé essentiellement son obésité, son enfance en obésité morbide. Fait que tu sais, c'est quand même un gap qui est assez intéressant, puis quand même un peu prononcé. Mais tu sais, si tu compares à moi ou à un humain régulier, il va tout nous défoncer à la gueule. Mais un gars de même, élite, tu veux le comparer à d'autres personnes qui sont élites. Tu ne veux pas le comparer à moi ou à d'autres personnes, tu sais. Puis quand on prend ses performances, aussi impressionnantes soient-ils, il n'aurait pas fini top 50 à Boston. Je pense même pas qu'il aurait fini top 100 à Boston là, avec son 2,40 ou 2,45. Puis c'est un gars qu'on se rappelle qui est dans le 1% du 1%, il est en sale shape. Puis s'il déciderait de se dédier, il pourrait vraiment faire des bonnes performances en endurance. Probablement pas finir un top 10 ou il descendrait probablement pas un marathon en bas de 2,15 ou des affaires de 1, mais tu sais, il pourrait faire quand même des meilleures performances qu'il fait là. Par contre, si on compare à élite, ce que Nick Bear est pour moi, puis là, je ne veux pas tracher Nick Bear, pour vrai, j'en parle beaucoup, c'est juste une affaire. Là. Mais si on le prend élite à élite, sa performance en endurance est correcte, puis elle est très bonne pour un gars qui est élite, mais elle n'est pas si haute que ça. Puis cette conception-là, que tu peux faire des sales performances, ben ça, c'est juste pas vrai. Parce que tu peux faire des performances qui sont correctes. Puis encore là, pour la plupart du monde, ça va être un très bon temps, mais si on le compare à lui et à son potentiel, ses performances ne sont pas si incroyables que ça, puis il se ramasse à tout le temps minimiser les deux aspects. T'sais. Ça, c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça. Où est-ce que tu peux faire les deux en même temps, mais tu ne peux pas les pousser à un haut niveau. T'sais. Puis le gars, il a déjà pesé fucking 20 livres de plus. Fait que c'est assez safe de dire que sa shape n'est pas aussi maximisée qu'elle pourrait l'être. Fait qu'il est comme dans un éventuel compromis entre ses affaires. Ce qui est correct. Si c'est ce que tu veux, sincèrement, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est des là que tu peux tout avoir une shape, atteindre ta meilleure shape musculaire, atteindre ta meilleure shape aérobique, ça, c'est juste pas vrai. Tu te ramasses à être dans une espèce d'éternel compromis, puis c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça parce que même ces gars-là, quand on les compare, mais il y a des gars qui courent des marathons en 2 heures là, ou 2 h 01, je pense, officiellement, là, que le meilleur record à Boston s'est fait pour reprendre cette course-là. Là. Mais tu sais, il y a quand même une grosse différence entre 2,50 et 2 h 01. On parle de Canadiens à élite ou à des affaires de même ou à mondial. Puis c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça, sincèrement, où est-ce que tu ne peux pas tout faire là-dessus. Puis c'est correct. Puis là, ça passe. La manière je le dis, ça c'est négatif, mais dans ma tête, ça ne l'est vraiment pas. C'est juste vraiment important que tu sois fucking authentique avec toi-même. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que des deux côtés, sincèrement, tu as pas mal du monde qui se disent je veux juste améliorer mon temps, juste améliorer mon temps, juste améliorer mon temps, qui passent la ligne d'arrivée et qui sont comme ouais, je suis vraiment pas satisfait de ma shape, puis finalement, j'ai juste perdu plein de temps à monter mon 5 km, à descendre, monter mon 5 km, c'est moins pratique un peu, à descendre mon 5 km, mais c'était pas ça que j'y voulais vraiment comme objectif. Puis là, tu tournes en rond avec ça, puis t'es comme fuck, man, ça marche pas. Puis tu as 100% à l'autre extrême, où est-ce que tu as du monde qui font juste pousser à la shape, puis qui arrivent à une étape où est-ce que tu es comme
probablement que ce que tu fais, tu le caches derrière la valeur de santé, mais c'est pas si santé que ça que tu fais. Puis ça passe essentiellement par vraiment être clair sur tes objectifs, puis qu'est-ce que tu veux vraiment accomplir. Puis là, je dis pas ça de manière négative, parce que moi, je me suis perdu pendant 10 ans avant de me faire bitch slapper puis faire bro, tu t'en vas pas dans la bonne direction. Tu essaies de pousser le strongman, tu essaies de pousser l'haltéro, tu essaies de pousser la course, tu essaies de tout pousser en même temps, puis tu es vraiment average dans tout. Puis c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça, où est-ce qu'on précise nos affaires, puis après ça, qu'on l'aligne. Fait que je vais essayer de garder ce podcast un peu plus court, parce que sincèrement, ça fait genre 1 heure et demie que j'essaie d'enregistrer des podcasts avec la fucking panne de courant, man. Fait qu'on va le rouler un petit peu plus court à ce podcast-là, mais c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça. Les 3 mensonges sur l'entraînement hybride. La première affaire, c'est que tu peux tout faire en même temps. C'est pas ça que les gens font, c'est faux. Probablement qu'un freak quelque part va me prouver que j'ai tort, mais sincèrement, tu devrais tout le temps périodiser puis vraiment prioriser clairement tes affaires puis t'assurer que ça monte tout comme d'un tout. Pas obligé de les prioriser à coup d'année, mais vraiment faire des blocs d'entraînement où est-ce que tu travailles tes qualités physiques opposées. Ça, c'est vraiment, vraiment important. L'idée que c'est plus santé, c'est vraiment ça dépend. Ça dépend du niveau, comme tout. Il n'y a pas grand-chose de santé à avoir un body fat en bas de 10% puis à faire du 25 heures d'entraînement par semaine. Il n'y a pas grand-chose de santé là-dedans. C'est vraiment une courbe en U où est-ce que passer un certain seuil, ça descend, les bénéfices de la santé, ça c'est clair. Puis la troisième affaire, c'est cette idée-là que tu peux... En fait, je n'ai pas mal parlé. J'ai oublié, c'était quoi mon troisième point, mon Dieu? Que c'est plus santé, que tu peux tout faire, puis que tu peux avoir des bonnes performances dans les deux en même temps. Ça, c'est pas nécessairement vrai non plus. C'est ça mon dernier point. C'est l'idée que tu vas tout le temps un peu minimiser tes performances, puis tout le temps un peu minimiser tes résultats, qui pourraient clairement être ce que tu veux, sincèrement. Ça pourrait être un côté positif, ça pourrait être ce que tu aspires. Puis encore là, ça part avec une acceptation claire de ce que tu veux comme objectif, parce que la plupart du monde ne sont même pas à ce niveau-là. Tu sais, si tu es là, tu as de la misère vraiment à figure out ça, tu es comme fuck, Alex, il a raison. Je cours après un 10 ou je cours après un objectif de gym, mais c'est peut-être pas ce que je veux. Moi, la question que j'aime ça utiliser avec mes clients quand j'y rencontre la première fois, c'est une espèce de visualisation. Je fais genre, regarde, on se croise, puis c'est important de donner un time domain là, qui est assez long puis qui est assez important dans une affaire de même. Parce que tu veux pas que le monde se visualise en 2 mois parce que tu fais rien d'impressionnant ou d'intéressant en 2 mois. Fait, moi, souvent, j'aime ça faire un 6 mois ou un an. Puis ma question, c'est genre, on se croise dans 6 mois ou un an, mettons, on l'a dit pour un an pour le cadre de cet exemple-là, dans ton resto préféré. Ça serait quoi? Hey Alex, ça a été la meilleure année d'entraînement, ça a été la meilleure année d'entraînement de ma vie. Tu sais, tu ressembles à quoi? Qu'est-ce que tu as fait? De quoi qui a l'air ce Alexandre-là qu'on croise dans un an, mettons. Puis là, le monde, ils vont commencer à visualiser ce qu'il aspire vraiment, puis après ça, on peut le décortiquer. Tu sais. Puis c'est vraiment important. Si jamais tu poses cette question-là à quelqu'un, n'hésite pas à prendre un fucking silence awkward, OK? Parce que c'est une question qui pince, puis le monde, ils peuvent prendre le temps de réfléchir. Fait que tu poses ta question, gros silence awkward, puis après ça, tu attends que la personne réponde puis qu'elle te dise de quoi, puis ça devrait vraiment te permettre d'orienter ça. Mais c'est important, ça, pour vrai. La plupart du monde passe leur vie à courir après une pomme qui n'est pas une pomme qu'ils veulent, puis après ça, ils se demandent pourquoi la pomme qu'ils ne voulaient pas à la base goûte pas si bon que ça, sérieusement, tu sais. Fait que ça ressemble à ça. Nouveau podcast qui est revenu, on va se contenter de ça cette semaine. On va y aller un peu plus sur le short side. Si vous avez aimé le podcast, le lien pour les courriels est dans la description. J'ai mis beaucoup d'amour. Hier, j'ai fait un courriel, c'est pas sur le barbecue. Même pas une blague. Même pas une blague. Faites un courriel sur le barbecue. Le lien pour vous inscrire dans la description. Je mets beaucoup de temps, beaucoup d'amour sur l'email. On se reparle très bientôt, tout le monde. Réalistiquement, avec un invité dans pas très long. Ciao, bye, tout le monde. Wish I was too dead to cry. A self-affliction face. Stones to throw at my creator. Masochist to which I cater. You don't need to bother. I don't need to breathe. I'll keep slipping farther. But once I hold on, I won't let go till it bleeds. Wish I was too dead to care, if indeed I cared at all. Never had a voice to protest, so you fed me to digest. I wish I had a reason, my flaws are open season. For this I gave up trying, one good turn deserves my time. You don't need to bother, I don't need to be. I'll keep slipping farther, but once I hold on,
I won't let go till it bleeds. Wish I died instead of lived. A zombie hides my face. Shelf forgotten with its memory.